Madame, Monsieur, bienvenue au débat sur Camille 24. La session de mars du Parlement bicaméral s'est ouverte jeudi dernier sur fond de polémique. À l'ouverture des travaux du Sénat, le doyen d'âge Tif Moukete s'est saisi de l'occasion qui lui avait été offerte pour demander une fois de plus, avec insistance, à l'actuel chef de l'État, âgé de plus de 83 ans avec près de 34 ans à la magistrature suprême de notre pays, de se porter candidat à sa propre succession. Une sortie qui n'a pas été du goût des partis politiques et de l'opposition qui ont souligné que ce n'était pas le lieu. Cette ambiance qui est le reflet pur et simple de ce qui se passe actuellement au Cameroun, où entre appel la candidature et contre-appel, les populations ne savent plus où donner de la tête. Un peu prise en otage entre les turiféraires du RDP-CSE, des partis politiques de l'opposition. Si dans les rangs de l'opposition, tout est fait pour que Paul Biya n'aspire pas à briguer un nouveau mandat. Du côté du Rassemblement démocratique du peuple camerounais, on est déjà presque en campagne. Avec l'ouverture des travaux des deux chambres du Parlement camerounais, rien d'extraordinaire ne devrait en principe naître de ces rencontres, vu que la session du mois de mars est habituellement consacrée au renouvellement des membres des différents bureaux. Mais dans le contexte politique actuel, on ne peut rien attendre, dit-on, au sein du corps social. Au regard de cette situation, cette session parlementaire pourrait-elle déboucher sur une modification de la Constitution? Si tel est le cas, quelles sont les dispositions constitutionnelles qui pourraient faire l'objet de modifications? Le pouvoir en place pourra-t-il revoir à la baisse la durée des mandats présidentiels actuellement de 7 ans par mandature? Peut-on penser à une limitation de mandat de la fonction présidentielle ainsi qu'à une introduction d'un poste de vice-président? Ce sont des questions et bien d'autres que nous allons aborder dans la première partie de cette émission. Nous parlerons aussi d'un autre sujet, et non des moindres, qui a cristallisé l'attention de nombreux compatriotes au cours de la semaine qui s'achève. Mensonge d'État, désert de République au Cameroun, c'est le livre qui aurait valu à Urbain Olanguena-Rono une expédition punitive en Kondengui au cours de laquelle les cellules qui accueillent les anciens ministres et ex-directeurs généraux des sociétés parapubliques emprisonnés ont été passées au pain fin. Toutes ces cellules VIP ont quand même permis enfin, limiers de la gendarmerie et des gardiens de prison d'emporter un certain nombre d'éléments auprès de la délégation régionale d'administration pénitentiaire du centre. Que tente-t-on de cacher ces commanditaires? Est-ce une tentative de musellement? Opération épervier ou opération de lutte contre les prévaricateurs de la fortune publique ou campagne d'épuration politique? Nous en parlerons une fois de plus dans cette édition. Et on a également appris au cours de cette semaine que seulement 3,2 milliards de francs CFA ont été récupérés auprès des criminels économiques par le tribunal criminel spécial. Que représente ce montant au regard des sommes astronomiques qu'on avait annoncées au lancement de cette opération? Nous y reviendrons. Et pour finir, nous parlerons des lions indomptables du Cameroun avec la première liste du sélectionneur belge Hugo Bross dans le cadre de la rencontre qui oppose le 26 mars prochain à Limbé, le Cameroun, à l'équipe sud-africaine. Pour parler justement de tous ces sujets, j'ai le plaisir de recevoir sur ce plateau Jean-Marie Onambélé. Il est journaliste à la chaîne de télévision LTM, à la télévision du Monde, et consultant. Bon après-midi, Jean-Marie. Bon après-midi Thierry, bon après-midi à tous les téléspectateurs de Camille 24 que j'aime bien, hein. C'est une chaîne que j'aime bien suivre parce que vous avez des documentaires assez édifiants qui présentent largement le Cameroun et ça vraiment c'est encouragé. Cela nous donne un réel motif de cette situation et beaucoup plus d'encouragement pour rester dans la même dynamique. Vous devriez avoir en face de vous cet après-midi Clément Djoumanfo, qui est militant du Manidé, mais aux dernières nouvelles, il serait encore quelque part dans la ville de Douala. Un retard dû probablement à la forte pluie qui s'est abattue dans la ville, dans la métropole économique depuis pratiquement 2 heures. Donc voilà, on espère qu'il sera de nôtres, qu'il nous a fait la confidence selon laquelle il sera là, malgré cet adverse. Jean-Marie Onambélé, nous avons été surpris de constater hier, via les réseaux sociaux, que la situation était pratiquement
explosive du côté de l'hôpital à Quintigny. On a vu une dame qui a malheureusement perdu la vie avec deux enfants dans le ventre, être opérée en plein air par, selon les informations que nous avons jusqu'ici, par une de ses parentes, simplement parce que les médecins ont quelque peu failli à leur devoir. Un commentaire? Oui, un commentaire. Je vais d'abord commencer par l'aspect, je voulais dire macro même, hein, parce que moi j'ai été choqué hier. Hein. Je vais pas dire un féru des réseaux sociaux, mais je passe quand même de temps en temps quelques coups d'œil dans ces réseaux sociaux-là et il y avait quand même des images assez choquantes qui, pour moi, normalement aujourd'hui, devraient quand même avoir un certain traitement avant d'être balancées. Parce que pour ceux qui nous regardent, quand même, il faut savoir qu'aujourd'hui, Internet a été démocratisé. Ça veut dire qu'on a des enfants de 11 ans à presque des vieux de 88 ans qui sont connectés. Donc, à un moment, il faut qu'on soit quand même dans une certaine protection, d'une certaine... parce que ce n'est pas tout le monde qui a droit à l'information informative telle que c'est dit dans la loi. Il faut aussi qu'à un moment que les gens sachent qu'il n'y a pas que les enfants qui sont sur Internet, sur les réseaux sociaux, il n'y a pas que les grands, je voulais dire, il y a aussi les enfants qui peuvent avoir un certain traumatisme devant certains événements. Je ne vais pas dire que ce qui s'est passé à la cantine Oui, n'est non, pas grave, mais je dis vraiment... réalité, au-delà justement de ce qui s'est passé à la cantine, il y a également ce devoir de communiquer, d'informer. Et avec Internet, l'information n'a plus pratiquement de limite. À l'époque, les journalistes avaient la possibilité de traiter d'abord de traiter l'information, l'information, de avant de la trier même diffuser. les images qui devraient être diffusées. On a des images extrêmement choquantes qu'on va d'ailleurs s'abstenir de diffuser ici parce que ce qu'on a vu était quand même horrible. On a vu une dame Très horrible, pratiquement Thierry. le ventre. Vraiment très horrible. Et je tiens à le dire, hein, je dis encore que je ne dis pas que ce qui s'est passé à la Quintini n'est pas grave, mais je dis la diffusion. Tout le monde n'est pas journaliste. Il y a un séminaire, j'ai participé, on nous parlait de blog et de cyberpresse. J'ai dit que faites attention. La cyberpresse vraiment a ses limites et tout le monde n'est pas journaliste. Et ce n'est pas pour rien qu'on passe à l'ESTIC 7 ans pour sortir journaliste. Même ceux qui ont le BTS font quand même 2 ans où ils fréquentent de 6 heures à 18 heures pour devenir journaliste. Ça veut dire qu'à un moment, ce n'est pas tout le monde qui peut diffuser une information. Ce n'est pas tout le monde qui peut traiter une information. Il faut qu'à un moment, les gens sachent que ce n'est pas à tout moment qu'on doit prendre des images pour les balancer. Ceci dit, vraiment, je voulais le dire, hein, Thierry, si tu me permets, je voulais le dire aujourd'hui à ceux qui sont dans les réseaux sociaux, vraiment de grâce, ne prenez plus chaque image qui vous tombe sur la main pour le diffuser. Parce que hier, il y a des enfants de 14 ans que j'ai vus en train d'avoir ces images-là. Vous ne pouvez pas avoir le traumatisme qu'ils ont. Maintenant, ça, c'est un autre pan du problème. Le cœur du problème même, c'est l'assistance médicale. Justement, on a fini avec ces images. On en a vu, merci à Yves. On en a suffisamment vu. Elles sont des images extrêmement fortes. Bon, mais cela, quand même, hein, au-delà de ces images, comme vous semblez le dire, au-delà de ces images, cela pose quand même un problème de responsabilité de la part de ces infirmiers et de ces médecins qui ont quand même prêté serment de servir autrui. Avec toute la volonté possible. Ils ont quand même fait le choix de faire ce boulot. Thierry, je l'ai dit, il y a un ancien délégué régional de la santé. Un jour, je lui ai posé des questions un peu désobligeantes. Depuis, je ne suis jamais plus invité au niveau de la délégation régionale de la santé pour quoi que ce soit. Et vraiment, je dis, j'assume et je suis même très content de ne plus faire un tour par là-bas parce qu'effectivement, il faut le dire, hein, même en termes d'argent, c'est les miettes qu'on donne aux gens. Il y a un problème de santé. Il y a un problème de santé au Cameroun. S'il y a un problème de santé publique, pour que je me reprenne bien, si les gens aujourd'hui ne reconnaissent pas qu'il y a un problème de santé publique, c'est que c'est grave. Le problème de santé publique est à plusieurs niveaux. Dans tout pays, il y a ce qu'on appelle l'assurance maladie. Dans tout pays au monde. Ou alors, il y a ce qu'on appelle l'assistance médicale. Ça veut dire que ceux qui sont indigents, un pays comme le Cameroun, on sait bien qu'on a plus de 80% des personnes qui vivent en deçà de moins d'un dollar par jour. On sait bien forcément que ces gens-là n'auront pas de quoi se payer pour quand ils arrivent à l'hôpital. Aujourd'hui, l'hôpital à Quintine est un grand mouroir et ça se passe tous les jours. La situation d'hier n'a qu'été, je vous l'ai dit, un ras-le-bol d'une femme qui a vu une autre femme mourir et qui a sauvé une vie. Devant, il faut le dire, le regard, moi j'ai quelqu'un qui a encore des images plus graves que celle-là, devant certains infirmiers qui avaient leur téléphone à filmer. Ce que nous voulons souligner tout à l'heure, on a eu une sorte de voyeurisme. Des infirmiers. Ils étaient là avec les... Moi, je ne sais pas, au moment, je me pose souvent la question, et c'est là ça pose un autre problème, parce qu'il y a une enquête qui a été faite, il y a un projet qui a été financé par l'Europe,
je ne veux pas citer le pays, qui devait former des sages-femmes. Aujourd'hui, on a toutes ces sages-femmes-là qui sont en chômage. Et vous savez pourquoi elles sont en chômage? C'est parce qu'aujourd'hui, il y a les docteurs qui ne veulent que faire des césariennes sur les jeunes filles. Sur 10 filles qui entrent à l'hôpital, aujourd'hui, il y a 8 qui accouchent par césarienne. Alors que la portée et la fonction d'une sage-femme, c'est de faire accoucher une femme sans césarienne. Une femme qui fait en sorte, une sage-femme qui a à la fin, quand elle suit une femme, et qu'à la fin, cette femme-là accouche par césarienne, pour elle, c'est un échec. C'est un échec. Et ce qui fait que les docteurs aujourd'hui ne veulent pas que celles-là, qui sont les professionnels de l'accouchement et qui connaissent bien cette fonction, la chose à son auprès d'eux. Comment est-ce qu'on peut s'amuser avec des vies humaines parce qu'on cherche l'argent? Est-ce qu'il faut toujours, tous ces docteurs que moi je vois en boîte de nuit, vraiment dans les snacks là, voir les 4-6 petites avec les 3-4 voitures, pensez que c'est ça qui est plus important que la vie? Il faut vraiment qu'on se pose des questions. Moi, je dis, c'était grave encore hier à la Kentini. Il y a des images, hein, et je l'ai dit, des infirmières qui jouaient au voyeurisme, comme tu dis, avec l'iPhone et iPad, en train de filmer cette femme-là énervée qui voulait sauver des vies. Et aujourd'hui, on n'est même pas encore sûr même que cette vie-là qu'elle a cherché à sauver. En fait, aux dernières nouvelles, les 2 enfants ont également perdu la vie parce qu'elle n'a pas été, justement, il n'avait peut-être pas suffisamment de connaissances pour pouvoir extraire ces enfants du ventre de leur mère à temps, ce qu'on a vu méduser, hein, parce qu'en réalité, cette dame pouvait se faire assister et pourquoi pas faciliter la naissance d'une manière ou d'une autre. Et c'est qui est sûr que même après, même si on confisquait cette femme-là là-bas, là, il y aurait quand même eu des âmes de bonne volonté qui seraient venues payer pour qu'elle sorte. Et vous voyez jusqu'à où la perfidie des médecins va. Vous voyez jusqu'à où ces gens-là qui font 7 ans pour, entre guillemets, sauver des vies, jusqu'à où ils vont. Moi, je dis encore, j'ai les images de ces infirmières-là. Je pense que vraiment, si on ne suit pas ces infirmiers en justice là pour non-assistance en personne en danger, c'est qu'on n'est pas dans un pays. Et c'était plus de 10 à filmer cette femme-là qui s'est battue seule. On a également appris qu'il y avait des médecins en place. Hein. Non, mais quand je dis infirmière, je n'ai pas envie de dire qu'il y avait des médecins. Forcément, s'il y a des infirmiers, il y a des médecins. D'où ça se passe? Quand on voit les images, on sait tous à quel endroit c'est. Ça ne peut pas se passer là sans que tous ceux qui sont autour ne soient au courant. Moi je n'ai pas envie de m'emporter ici, mais je dis véritablement aujourd'hui. Mais est-ce que cela n'est pas dû au phénomène, au problème de code qu'on avait institué à l'époque du docteur Antonin Tonnet? J'ai pas envie de tirer sur qui que ce soit. Ce n'est pas un problème de code. L'éthique et la déontologie ont foutu. Mais au-delà de l'éthique, on a également appris. Je veux bien, je sais que on a également appris que certains infirmiers ont reçu des blâmes pour avoir assisté quelques malades incapables de payer. Ces derniers ont été parfois obligés de payer le reste dû, hein, de leur propre poche, ce qui peut-être participe à ce genre de situation. Thierry, je ne suis pas avocat de Ntonin, mais je vous dis, depuis Ntonin, on a eu 2 autres directeurs à l'hôpital à Kintini. Ça veut dire que si ces directeurs-là voyaient que les codes ne leur rapportaient pas, ils pouvaient... Ce n'est pas une question de Tonnin. On parle de codes. Oui, j'ai dit non, parce que vous avez évoqué que c'est lui qui a eu l'idée. C'est lui qui a eu l'idée des codes, mais je dis, il y a eu 2 autres directeurs, ils auraient dû... Pourquoi ne pas annuler simplement ils auraient banni cela. Non, mais le code aussi était même bien, parce que l'affaire de code, et là, je ne joue pas l'avocat de M. Ntonin, mais le code permettait d'avoir une traçabilité au niveau du suivi médical. Mais face à des cas aussi extrêmes. Suivi médical. Non, mais il y a même, ce qui est grave, c'est qu'il y a un SAMU, donc il y a un centre d'urgence au niveau de la Kintini. Et quand tu arrives aux urgences, normalement, on doit te prendre à quoi c'est dans le numéro vert? Si on ne peut pas prendre en charge une femme enceinte et qui, de surcroît, a un carnet qui démontre, et tout le monde autour des médecins et des infirmiers, là, dit que cette femme attend des jumeaux. Attends des jumeaux. Mais je pense que là, ce n'est pas une histoire de code, c'est une histoire de qu'est-ce que nous-mêmes on est devenus au Cameroun. Qu'est-ce que nous-mêmes, quel est le regard, j'ai dit, vous voulez même dire spirituel, que nous-mêmes on a envers les autres. Voilà, parfois, je dis que les églises ne servent à rien. Et là, vraiment, je dis que vraiment, si on peut même les casser tous, on les casse tous. Parce que l'être humain aujourd'hui, le noir camerounais, est devenu très perfide. Et ça n'a rien à voir avec le code. Parce que moi, même si c'est 1 million qu'on a codifié, que non, quand tu vois la vie, il faut d'abord sauver la vie. Et aujourd'hui, les gens sont devenus spectacles. Tout ce qui est arrivé. Là, on a vu au-delà des infirmières, hein, il y a eu beaucoup de personnes autour de ces dames qui pratiquaient une autopsie pratiquement à ciel ouvert. Mais personne n'a osé lever le petit doigt pour aider justement ces dernières. Au-delà des infirmières, ces gens qui étaient là, avec leur téléphone, qui ont même diffusé ces images sur Internet, à travers, je crois, les réseaux sociaux. Pourquoi ces gens n'ont pas également assisté cette dernière qui tentait désespérément de sauver quelques vies? Non, mais ça va au-delà
justement Je- de je- problèmes de je- médecins. il y a une dégradation de l'éthique et même de la morale collective au Cameroun. C'est pas la première fois, la dernière fois que j'étais ici, je vous en parlais déjà. Mais au-delà de ça, on est dans ce poussé. Je n'ai pas envie d'entrer dans la philosophie parce que parfois ça nous perd même et ça nous égare. Aussi, il y a un grand penseur, Guy Debord, qui écrit un super bouquin, La société du spectacle. J'invite la plupart des téléspectateurs à aller lire ce livre, qui est même gratuit sur Internet pour ceux qui sont dans les réseaux sociaux, La société du spectacle. Et quand vous voyez aujourd'hui, le Cameroun est exactement dans cette société-là, dans la société du spectacle. Tout le monde veut être en spectacle, tout le monde veut se mettre en scène et tout le monde aime bien voir ce qui est mis en scène. Moi, je pense que ce n'est pas cette société-là qui doit être la société camerounaise. Il faut qu'on la pense autrement. Il faut qu'on donne la place aux pauvres. Il faut qu'on donne la place aux indigents. Parce que pauvrement, on est pauvre par rapport à l'autre. Mais on est indigent parce qu'on en a pas. On est encore misérable parce qu'on est plus indigent Oui. que l'autre. Je pense qu'aujourd'hui, cette société-là, même qui, franchement, les ramifications vont aller de gauche à droite, mais tout ce qu'on peut interpeller aujourd'hui, c'est interpeller un peu d'humanisme en Il y a l'homme. une Parce véritable que crise nous, de on est. valeur Ça, actuellement au c'est Cameroun. clair, parce que même le code que vous invoquez là, il y a des gens qui paient le code là-bas et qui finalement ne se soignent pas. Moi, il y a cela 2 semaines, j'ai amené un ami là. Il y a un ami qui était là-bas, il lui a dit que tu fais quoi ici, j'ai la solution. Tu as payé, il m'a dit j'ai à payer 14, 24 000, il a dit que laisse, on va aller trouver la solution à 4 000. Est-ce que les 24 000 là, ça a causé quoi? C'est pas une histoire de cause, c'est une histoire de quelle est la portée humaniste que le Camerounais a aujourd'hui. Le Camerounais n'aime plus son frère. Le Camerounais aime une seule chose, c'est l'argent. C'est l'argent qui l'intéresse. Ça veut dire qu'à un moment, quand vous êtes dans ce spectre, la jeune amie qui me disait l'autre jour, excusez-moi, que quand vous arrivez dans un état où les gens, les grandes-mères fuient les villages parce que les fils vont venir, elles fuient carrément le village parce qu'elles savent que voilà, les vacances, nos fils vont venir, ils vont venir faire, excusez-moi l'expression, des choses avec nous pour avoir de l'argent. Quand vous voyez des pauvres qui ne vivent plus calmement dans un pays, parce qu'on va être dans des actes malsains, vous comprenez qu'au moment, l'aspect humaniste du Camerounais est vraiment, va de mal en Oui. pire. Et quand la société atteint à ce point-là, ça veut dire qu'il y a quand même une rupture qui va se faire. Je ne sais pas de quelle manière la rupture va être faite, peut-être Comment politiquement. fait-on, comment peut-on faire justement pour Non, résoudre là c'est tout un livre. cette crise de mentalité qui est en train, je vous assure, de prendre des proportions Non. pratiquement Thierry, c'est tout un alarmantes livre. parce que dans les écoles, on a supprimé l'éducation ou l'instruction civique, la morale n'existe pratiquement plus, on a à peine dans nos maisons des enfants qui savent dire bonjour à leurs parents. À cette allure, on court vers la paix de la société camerounaise simplement. Moi, je vais vous dire une chose, hein, et j'assume vraiment, c'est que les églises, il faut toutes les fermer. Parce que toutes les églises qui sont au Cameroun aujourd'hui ne servent pas Dieu, mais servent Satan. Ça, je le dis et je l'affirme. Parce qu'on ne peut pas être, il faut voir le nombre de personnes ce matin qui sortaient de ces chapelles-là, et tu vois le nombre de mal qu'on compte dire. On va dire que non, on ne part pas là-bas on ne part pas là-bas, mais je dis que vraiment aujourd'hui, ces églises-là, qui se réveillent ou qui dorment ou qui sont à gauche et qui sont à droite, n'aident pas le Cameroun. Donc, vraiment, vivement, vivement que les gens reviennent dans eux-mêmes et qui cultivent ce qu'ils ont d'humain en eux. En réalité, on l'a toujours dit, hein, la société africaine est une société basée sur l'humanisme, mais on a comme l'impression que la crise des valeurs peut être favorisée par l'Occident est en train de prendre des proportions incontrôlées au Cameroun et incontrôlables d'ailleurs. On espère que les choses vont changer d'ici à là et que l'être humain sera véritablement pris en compte. Dans les prochains jours, que la recherche effrénée de l'agent prendra quelque peu fin. On vit dans une ère où le capitalisme à outrance hein, a pris une vitesse extrêmement incontrôlable. Vivement que les choses changent d'ici à là. Madame, Monsieur, retrouvons-nous dans un instant pour la suite du débat. Je le disais encore en titre, hein, la session de mars du Parlement bicaméral s'est ouverte jeudi dernier sur fond de polémique. À l'ouverture des travaux du Sénat, le doyen d'âge, Tif Moukete, s'est saisi de l'occasion qui lui avait été offerte pour prier une fois de plus l'actuel chef de l'État
Âgé de plus de 83 ans, avec près de 34 ans à la magistrature suprême, de se porter candidat à sa propre succession. Une sortie qui n'a pas été du goût des partis politiques de l'opposition qui ont souligné que ce n'était pas le lieu. Cette ambiance est le reflet pur et simple de ce qu'on vit actuellement au Cameroun. Le peuple ne sait plus où donner de la tête en les turiférates des PCE des partis politiques de l'opposition. Si dans les rangs de l'opposition, on fait tout pour que Paul Biya n'aspire pas à briguer un autre mandat, du côté du RDPC, on est presque qu'en campagne électorale. Avec l'ouverture des travaux des deux parlements, rien d'extraordinaire ne devrait naître, mais au vu du calendrier électoral et des multiples appels à candidature, quelque chose pourrait peut-être sortir de cette session de mars, hein, argue certains politologues. Je reviens à vous, Jean-Marie Nambélé. Le temps pour moi de faire un tour du côté de la réalisation pour suivre ce reportage. La session parlementaire du mois de mars est déjà considérée comme celle de tous les enjeux, alors même qu'elle ne débute que dans 8 jours, c'est-à-dire le 10 mars prochain. Dans la boule de cristal parlementaire, l'anecdotique révision constitutionnelle qui s'enracine du fait des appels et contre-appels d'une élection présidentielle anticipée cette année 2016, 2 ans avant la fin du mandat actuel du président de la République. Tout semble indiquer que Paul Biya sortira un joker pour répondre à tous ces appeleurs et contre-appeleurs. On parle d'un fauteuil nouveau à fabriquer par le Parlement pour un vice-président, une remise du mandat présidentiel du septennat au quinquennat renouvelable une fois, que des faits qui n'auront d'ossature constitutionnelle que s'ils seront inscrits au barbillard de l'activité parlementaire pour cette année 2016. Des supputations qui suscitent une grosse polémique sur les réseaux sociaux avec par exemple des appels à la mobilisation dans le sens de ne pas toucher à la Constitution. Toujours dans les réseaux sociaux, il y en a qui demandent un nouveau contrat social au Cameroun pour que chaque citoyen puisse appréhender l'avenir avec sérénité et confiance. Les parlementaires sont ici positionnés comme des arbitres de l'histoire et de l'avenir politique du Cameroun. Toutefois, rien n'est encore confirmé, mais ne dit-on pas souvent qu'il n'y a jamais eu de fumée sans feu. Les travaux de la session de mars, première pour l'année 2016, s'annoncent donc houleux et plein d'attention de la part des citoyens, car une tournure importante y est annoncée. Voilà, merci à Jerry Eba pour ce reportage qui plante pratiquement le décor de ce qui pourrait se passer éventuellement du côté de l'Assemblée nationale pendant tout ce mois de mars. Les travaux sont ouverts jeudi dernier, 10 mars. On espère simplement que d'ici à là, on sera un peu plus fixé. On s'attendait à l'élection du bureau, à l'ouverture des travaux. Rien n'a été fait. Je pense que même ça serait obligatoire. Hein. On sait tous que la session de mars, c'est la session pour le renouvellement du bureau des deux chambres, que ce soit la chambre haute ou la chambre basse. C'est vrai que depuis la nuit des temps, c'est toujours... il n'y a pas souvent une grosse surprise. Donc, pour certains députés qui vont souvent, ils vont vous dire que c'est vraiment une session très, très tranquille. Sauf un petit lobbying qui se fait souvent de la manière dont vous et moi, on connaît bien. Donc, mais je pense que aujourd'hui, il y a quand même trop de science-fiction politique qui se font au Cameroun. Et moi, ça me met mal à l'aise parce que dans un pays où il n'y a pas de traçabilité politique, ces pays-là vivent des choses comme celles qu'on a vues à l'hôpital à la Kentini hier. Parce qu'effectivement, au Cameroun aujourd'hui, c'est chacun qui écrit son roman. C'est-à-dire la politique publique est devenue comme un roman où chacun danse dans une lancée fantasmagorique, peut rêver de telle ou telle chose qui va se passer ou alors être dans des fantasmes vraiment de gauche ou de droite. On est dans la science-fiction politique qui est très, très, très négative pour un pays. Parce qu'aujourd'hui, il y a des gens qui vous parlent de révision de la Constitution alors que rien de constitutionnel, s'il faut que je le dise, peut nous mener à la révision de la Constitution. Il y a des gens qui vous parlent du président qui doit se représenter alors que rien constitutionnellement nous apprête à ça. Aujourd'hui, les gens font de la science-fiction politique. Je pense aussi un peu comme... Cela est certainement dû à cette manque de prévision. Mais comment vous voulez créer les prévisions? Moi, j'ai toujours dit aux gens depuis, les élections, vraiment dans ma tête jusqu'à présent, les élections auront lieu entre septembre et décembre 2018. Vraiment, il y a ceux qui pense que c'est peut-être avant, c'est peut-être après, ou alors on est dans la science-fiction, rien ne nous prédit ça. Et
ce qui me fait encore le dire, c'est qu'il y a des gens qui veulent donner des super pouvoirs au président de la République. Alors que le président, c'est vrai qu'il a des pouvoirs, mais il n'a pas de super pouvoirs. Parce que là, ce qu'on est en train de faire là aujourd'hui, c'est qu'on veut démontrer que non, on va se battre, on va se discuter. C'est le président qui viendra décider de notre sort. Mais le Cameroun, c'est un pays où quand même il y a Mais en trois réalité, vous pouvoirs. croyez que cela ne se fera pas? C'est à trois pouvoirs. Non, mais je n'ai pas dit est-ce que ça se fera ou pas. Est-ce qu'il n'est pas possible pour le gouvernement en place de proposer justement un Est-ce que c'est projet au gouvernement de le de loi? proposer? Malheureusement, c'est ce qui se passe au quotidien. Est-ce que c'est au gouvernement de le proposer? C'est ce qui se passe au quotidien quand on observe le fonctionnement du Parlement camerounais. Le gouvernement propose des projets de loi qui sont examinés, parfois même les projets de loi dans le proposés par cadre l'opposition. constitutionnel, comme l'anticipation des élections, il faut qu'on entre dans la science-fiction politique de cela. Il y a des gens ici qui nous ont annoncé le renouvellement, le remaniement ministériel pendant au moins 3 ans. Moi, je connais un grand frère qui me disait que non, là, vraiment, je sors de Yaoundé. Là, c'est vrai que ça sera pour le mois prochain. Mais à chaque fois, il était débouté. Et à chaque fois, le président ne faisait rien. Arrêtons de donner les super pouvoirs à un être humain à qui nous-mêmes, nous avons voté pour mettre au devant de la scène politique. Aujourd'hui, on ne peut pas dire que toute notre vie, toute la vie des Camerounais, plus de 25 millions que nous sommes, est entre les mains d'un seul homme. Et moi, ça me choque encore parce que l'opposition camerounaise entre dans ce jeu où on effectivement donne les pleins pouvoirs à Paul Biya, qui doit donc décider du sort de toute une nation, s'il peut se représenter ou pas. La conscience camerounaise est claire et je pense que pour ceux qui sont assez intelligents, ils vont se souvenir qu'il y a encore en 2008, que la dernière modification s'est faite. Donc, il n'y a même pas cela 10 ans qu'on a eu ces débats. Moi, je vois souvent les plateaux de télé, je dis que non, ça, c'est des trucs organisés. Je le dis, pour de vrai. Ça, c'est des trucs organisés où il y a des gens qui sont dans les chambres noires, qui veulent entraîner la politique du Cameroun vers un certain sens. Donc, et comme ils sont amis aujourd'hui, l'opposition est partie au pouvoir au Cameroun, ils viennent donc s'asseoir pour désorienter tous les Camerounais. Moi, je le redis encore. En tout cas, j'espère que le plateau, je ne sais pas. Mais toujours est-il quand même qu'en 2008, vous l'avez souligné tout à l'heure, cela a été observé au sein du corps social. Le landerneau politique a été justement mis par ces appels à la modification de la Constitution. Le gouvernement a proposé un projet de loi dans ce sens. Cela a été fait. La Constitution a été modifiée. Le verrou de la limitation des mandats a été sauté. Quand on regarde ce fonctionnement-là, on a peut-être comme l'impression qu'on s'acheminerait. On sait, vous l'avez souligné, que sur le plan constitutionnel, la session de mars, l'ouverture de la session des travaux de mars n'est pas consacrée à ce genre de débat, mais toujours est-il qu'il peut quand même avoir une session extraordinaire mais on est qui toujours pourrait dans aboucher. On est dans les rumeurs, on est dans la science-fiction. Et tout le monde joue le jeu. C'est pour ça que j'ai l'impression que tout cela est orchestré. Parce que l'opposition vient jouer le jeu. Non, on ne veut pas. Le pouvoir vient, non, on veut. Ben vous voulez, qu'est-ce que dit la Constitution? La Constitution qui a été modifiée il n'y a pas cela 10 ans. Je dis bien 2008. Et il y a des jeunes qui ont perdu de leur vie. Et pendant que les jeunes perdent leur vie, je n'ai vu un seul gars du LDPC devant eux. Même pas un seul de l'opposition. Les pauvres jeunes ont perdu de leur vie. Il y a un certain parti de l'opposition aujourd'hui qui récupère cette date-là comme étant la sienne, alors que vivement ce jour-là, les jeunes attendaient seulement qu'un de leurs leaders se place devant. On n'a pas vu ces gars-là qui se sont battus contre cette modification de la Constitution. Aujourd'hui, ils viennent encore orchestrer leur science-fiction politique, leur petit sketch politique pour nous faire gober une certaine révision de la Constitution. À quoi ça va nous servir? Est-ce que celui qui est là actuellement, même s'il peut encore rester là depuis, comme on a accepté même qu'il reste là jusqu'à 104 ans, même s'il veut même jusqu'à ad vitam aeternam, s'il veut même rester là-bas, on ne donne même plus, on ne permet même plus, on a même tout permis déjà, et on vient encore nous dire que non, il faut que le gars, il faut que Paul Biya, je dis bien, moi j'ai dit vraiment, vous ne partagez pas cette lecture? Non, moi je dis une chose, c'est quelque chose qui est orchestré et qui veut encore donner des super pouvoirs au président de la République. Et pourtant, le Cameroun a 3 pouvoirs. Le pouvoir législatif, le pouvoir judiciaire et le pouvoir exécutif. Et le président Paul Biya n'est qu'à la tête du pouvoir exécutif. Dans l'exécutif, il y a exécution et il exécute que ce que le peuple veut. Vraiment, ceux qui veulent lui donner les super pouvoirs, eux seuls servent. Pourquoi ils veulent le faire? C'est ce que vous dites en tout cas. Hein. Le temps pour moi d'accueillir sur ce plateau Clément Ndjoumanfo, on l'a annoncé tout à l'heure, on nous a certifié qu'il sera là. Il est finalement avec nous. Bon après-midi Clément. Bon après-midi Thierry Nyopin.
faut dire que vous avez dû faire des mains des pieds pour être de nôtres. Ouais. La pluie La nous a pluie et les pas donné embouteillages. beaucoup de Bon. choix. La pluie et les embouteillages, je m'excuse à tous les millions de téléspectateurs qui nous regardent en ce moment. Vous êtes militant du mouvement africain pour la nouvelle indépendance en Abrégé Mandem. Ok, membre du bureau politique. Voilà. Ce qui veut dire quand même que ce que vous direz pourrait être pris en compte. Exactement. Parce que vous partagez quand même, vous êtes parmi les penseurs du Manidem. Oui, exactement. Alors, on a parlé d'un sujet qui a cristallisé l'attention des Camerounais depuis hier, hein, ce qui s'est passé à la Kentini. On n'y reviendra plus, parce qu'on n'a plus beaucoup de temps. On va s'attarder justement sur les travaux du Parlement qui ont débuté jeudi dernier, si j'ai bonne souvenance, le 10, pour être plus exact. C'est une session où rien d'extraordinaire ne devrait probablement naître, même comme au sein du landerneau politique, on suppute déjà sur les différents dossiers qui pourraient être posés sur la table des parlementaires. Est-ce qu'on peut s'attendre à quelque chose d'extraordinaire pendant ces travaux? Oui, avant de répondre à vos questions, je ne pourrais pas éviter de dire mes condoléances d'abord à la famille et de dire que l'hôpital de la Kentini, c'est un mouroir. En réalité, il s'agit de la famille de Monique Koumaté. Oui, Monique Koumaté, et qui a été opéré par un certain Danke Rose, qui semblait en tout état de cause connaître quelque chose par rapport au corps médical. Je voudrais dire que nous avons décidé, le Manidem, de nous constituer en société civile pour porter plainte aux médecins qui ont décidé de prêter le segment d'hypocrite. Parce que vous ne pouvez pas vous rendre compte. Ils ont prêté le serment d'hypocrite. Vous ne pouvez pas vous rendre compte que le major de l'hôpital de la Kentini demande qu'on ferme la maternité. Que c'est un médecin stagiaire qui constate qu'un médecin titulaire est là, constate que cette femme-là est arrivée et s'en va. Que c'est un médecin stagiaire qui essaye même de faire comprendre à la famille que celle-ci ne vit plus. Vous voyez, c'est dommage. Cette information-là, je les ai eues à la source sûre. C'est qu'on voit qu'on ne les avait pas jusqu'ici. Hein. Alors, ce n'est pas possible. Et ça a fait à ce que le procureur de la République a entendu 4 personnes. Celle qui a essayé d'inciser sa belle-sœur. Qui a incisé. Oui, qui a essayé sa belle-sœur, le médecin, le major de l'hôpital et l'infirmière qui a catégoriquement refusé de venir à l'aide de cette femme. Et je voudrais rappeler ici que l'acte posé par celle qui a opéré sa sœur n'est pas mauvais en médecine. Il y a une femme qui a essayé de sauver un enfant lors d'un accident de la circulation à partir de ça. Je voulais attirer l'attention du procureur de la République parce qu'elle l'a fait, parce qu'on avait constaté que l'enfant bougeait encore dans le ventre de cette dernière. C'est-à-dire que si on avait dû le faire plus rapidement, on aurait au moins dû sauver les enfants. Ce qui n'a pas été fait. C'est pourquoi je dis que les médecins de cet hôpital-là n'ont pas prêté segment d'acte d'Hippocrate, mais d'acte d'hypocrite. Parce que nous constatons que c'est de l'hypocrisie. Le médecin est fait pour sauver des vies, point. Dans d'autres cieux, ceux-là, on aurait totalement radié du corps médical. En tout cas, laissons faire la justice et on espère quand même que les choses... Vous savez, ce n'est pas la première fois que des choses comme ça arrivent à l'hôpital de la Kentini. Avant, c'était... Peut-être à partir de ce cas qui est suffisamment grave, hein, une opération à ciel ouvert, peut-être que les autorités administratives et judiciaires prendront la mesure des choses et il y a souvent une goutte d'eau qui fait déborder le vase. Vous savez qu'on a profané les corps à l'hôpital de la Kentini. Vous savez les sanctions qui sont tombées? Les gens ont été sanctionnés. Ou sanctionnés. Ça n'a rien changé fondamentalement. Les gens sont encore en poste jusqu'aujourd'hui. On espère quand même que cette fois-ci, les choses changeront. Bon, je voulais dire par rapport à l'ouverture du Parlement, pour dire que, vous savez, c'est une ouverture ordinaire. C'est logique que c'est l'ouverture en plein droit. Les gens vont dire ce qu'ils vont dire. Et beaucoup de supputations. Mais la constitution camerounaise est claire. Les députés vont à l'Assemblée nationale faire leur travail. En attendant que tout ce que les gens disent en bas, toutes les rumeurs qui courent là, nous essayons de voir où ça va arriver. Parce que c'est vrai que je suis arrivé en retard. J'ai quand même vu le doyen du Sénat dans un pays comme le Cameroun se lever et demander
Nous l'avons souligné, qui a Et- demandé et- avec insistance au avec président insistance Biya de de se se représenter. Moi, je ne vais pas supputer sur des problèmes d'âge. Moi, je vais tout simplement dire que même quand Biya avait 49 ans, il n'a rien fait. Alors, ce n'est pas maintenant qu'on doit parler de ça. Je vais vous dire, si le Cameroun se portait bien, on ne regarderait pas l'âge de Biya. Hein. Mitterrand est parti du pouvoir, il avait 78 ans. Aucun Français ne s'est plaint de son âge. Aucun. Simon Pérez est parti, il avait 95 ans. Personne ne s'est plaint. Ce n'est pas un problème d'âge. C'est un problème de la situation que vivent les Camerounais en ce moment, de la précarité que vivent les Camerounais en ce moment. Ce n'est pas un problème d'âge. Moi, je ne regarde même pas bien un problème d'âge, non. Pour nous, un vieillard en Afrique, c'est un sage. Mais regardons quand même la situation du Cameroun. Et vous croyez qu'elle est si mauvaise que ça? Oui, elle est très mauvaise. Quand on regarde Thierry, autour vous savez, de nous, depuis quand au on moins... regarde quand même des pays tels que la Centrafrique, le Burkina Faso... Non, Mais vous n'allez pas on prendre- on est en train d'aller à côté du débat, hein, parce que la situation du Cameroun, c'est qu'elle est mauvaise. Mais il faut dire, j'aimerais bien savoir ce que les gars du Manidem allaient chercher au rond-point. Non, vraiment, la précarité du Cameroun, on En a fait, tellement je parlé suis de surpris, ça. je suis On a surpris, tellement parlé de je la suis précarité surpris du quand même. Cameroun. Ce n'est pas aujourd'hui Je suis qu'on va surpris. revenir parler de la précarité Je du suis Cameroun. surpris On la que- vit tous les jours, et même aujourd'hui, on l'a encore expérimenté, Thierry. Vraiment, politiquement, il faut qu'on entre dans l'aspect Et je politique. suis quand même Parce que le surpris. Manidem aussi est entré dans la même science-fiction politique pour contrer les rumeurs qui viendraient du bas. Et tout à l'heure, parlait de rumeurs et de constitution. Et c'est là où il faut être. Parce que si on parle encore de précarité, D'accord. Je suis- Ok, je suis débat, quand même- on va esquiver le Jamais débat. on l'a compris. Oui, finissez, monsieur. Je suis quand même Dumafo. surpris qu'un éminent journaliste que je connais bien estime que ce n'est pas évident dans un pays de distribuer un journal. Ce que nous faisions au rond-point, nous distribuions un journal qu'on appelle Objectif. Et quand les gens des églises réveillées distribuent leur tract, on n'arrête personne. Je crois qu'en distribuant le journal qu'on appelle Objectif aux populations camerounaises pour les informer de la rumeur qui court. Parce que régulièrement dans ce pays, les rumeurs ont été régulièrement des réalités. En 2004, on a refait la Constitution. En 2008, on a refait la Constitution. Et on veut refaire la Constitution en 2016. Est-ce qu'on a des Vous éléments savez, probants? Eyebe Aïssi qui est ministre. Est-ce qu'on a des éléments probants qui nous amènent à Mais croire Eyebe Aïssi qu'on qui est pourrait ministre, aboutir à ce genre oui, de Eyebe Aïssi scénario? qui est ministre, mais je vais vous dire, un éminent professeur de ce pays, pour ne pas le citer, Charlemagne Pascal Messanganyamding, a dit qu'ils ont des projets de loi pour qu'on refasse la Constitution. Parce que constitutionnellement parlant, il n'y a pas, on doit attendre 2018. Et si on veut que Biya se représente, il faut comprendre deux choses. Pourquoi les Camerounais, pourquoi certains caciques du RDPC, ils ne le font pas pour le Cameroun, ils le font pour leur propre On intérêt. reviendra sur cet aspect, vous permettez. Alors, vous avez écouté Clément Dumafo qui avance quand même des arguments suffisamment importants. Le doyen d'âge du Sénat, Tiv Moukete, est revenu sur cette volonté du RDPC de voir une fois de plus le président Biya briguer un autre mandat. On a écouté tous les appels à la candidature et on se souvient qu'en 2004, il a souligné, la Constitution a été revue. En 2008, pareil, vous-même vous êtes revenu là-dessus. Cela fait pratiquement 8 ans que cela dure. Donc, s'ils l'ont fait en 4 ans, rien ne laisse croire qu'ils ne le feraient pas 8 ans après. Donc, ce sont quand même des éléments probants qui nous amènent à croire que quelque chose pourrait naître. Peut-être pas de la session ordinaire de mars, mais une session extraordinaire. On a l'habitude, le voir au Cameroun, pourrait permettre ce genre de modification. Déjà, sur les propos du doyen d'âge, je pense que c'est légitime pour lui, tout comme ça a été légitime aussi pour ceux de l'opposition qui ont répliqué et qui ont répondu à ce qu'il a dit. Parce qu'il ne faut pas... À travers les comptes, politiquement, quand même, il faut qu'on le dise clairement, le doyen d'âge a été nommé par le président de la République, dont lui aussi... Peu importe, il est au Sénat et au président du peuple. Je suis d'accord, il représente le peuple, mais il tient d'abord compte de celui qu'il a nommé. Ça, vraiment, politiquement, Ce sont des habitudes bien même celui du Manidem ne va pas me dire le contraire. Quand on te nomme, tu dois faire allégeance à celui qui te nomme. Parce que lui, il n'est même pas obligé de rendre compte au peuple, bien qu'étant sénateur du peuple, entre guillemets. Moi, je comprends pas, moi, je reviens là-dessus, sur cette science-fiction politique dont on a envie d'amener le Cameroun. Le Cameroun a une traçabilité, une constitution. Tout le monde doit se baser sur ça pour échanger. Aujourd'hui, on a des plateaux de télé, de lundi à dimanche,
qui ne vous parle que de la science-fiction politique, des rumeurs, des supputations, parce que personne ne va vous dire qu'à tel endroit. Mais qui est responsable de cette situation-là? Ceux-là des charognards, laissez-moi que je vous dise, ceux-là des charognards, je vais vous citer ceux qui sont responsables, ceux-là des charognards qui sont près de l'homme-lion et qui attendent que l'homme-lion attrape encore un gibier pour qu'ils viennent manger de la charogne comme ils ont l'habitude de le faire. Je ne vais pas vous dire de quel côté ils sont parce qu'ils sont en même temps dans le LDPC et dans l'opposition. On ne va pas citer les différents partis d'opposition qui ont dit appeler à la candidature du président de la République. En face, tu as ceux qui depuis des décennies, comme nos amis du Malidem, continuent à crier, à brailler, sans véritable action concrète, qui savent toujours que si Paul Biya est là, ça leur arrange. Parce que dès que Paul Biya n'est plus là, le projet de société ils ne sortiront pas. C'est là où j'ai dit que cette science-fiction politique-là est entretenue par tous. Parce qu'eux-mêmes, ce qu'ils vont faire au rond-point, c'est pour une sorte de contre-appel. Ce que Elimbi Lobé fait, l'annonce du SDF qui nous dit que le 6 avril on fera ceci, tout ça, ça participe à cette science-fiction. De l'animation politique. Est-ce qu'on est seulement là pour animer? La politique n'est pas seulement là pour animer. C'est au Cameroun que je vois des gens se lèvent seulement pour animer l'aspect politique. On n'est pas dans, je vais dire quoi, on n'est pas dans des fioritures. On parle quand même des questions sérieuses de l'État et les questions qui engagent tout le monde. Le président n'est pas au courant de tout ce qui se passe ou il n'est pas le président est au courant. Le président est au courant. Et je vais même vous dire, parce que quand on veut vous donner des super pouvoirs, comme on a donné au président Pobia, vraiment là c'est le citoyen qui parle. Quand vous devez vous donner, mais attendez, quand vous avez des, je ne vais pas utiliser un gros mot, mais je voulais dire quelque chose de mauvais, mais en fait des gens qui sont toujours à genoux devant vous, mais vous êtes très content de les avoir. Et vous les avez à main. Et je dis bien le président Paul Biya n'a que le pouvoir exécutif. Malheureusement, même ceux de l'opposition ne rappellent pas souvent. Ils vous disent que non, c'est lui qui nomme tel président, c'est lui qui nomme tel président. Mais si on martèle, dans un régime présidentialiste, au-delà de ce pouvoir exécutif, si on martèle, on continue à marteler qu'il a le pouvoir exécutif. Vous prenez juste après. Si on martèle que le président n'est qu'au niveau du pouvoir exécutif, on comprendra. Mais parce que ceux de l'opposition, ils savent véritablement qu'ils ne pèsent plus grand-chose. Ils sont même au même sillage. Ils jouent le jeu de Paul Biya. Effectivement, les charognards, ils ne jouent pas le jeu de Paul Biya. Ils jouent le jeu des charognards du RDPC. Je voudrais rappeler à Onambélé que pour faire partie WAD au Sénégal, c'est les opposants. Ça a commencé dans la rue. Et ça fait partie de l'expression démocratique. En France, en 1968, pour faire partie des Gaules, c'était la rue. Alors, que vous soyez en train de distribuer les tracts, que lui l'appelle ça de l'animation politique, moi je lui dis non. C'est pas moi qui ai appelé animation, c'est Thierry. Allez-y. Qui l'appelle ça, de la science-fiction? Qui l'appelle ça de la science-fiction, moi je lui dis non. Ça fait partie de l'expression démocratique dans un pays. Et maintenant, pourquoi ça gêne donc le pouvoir qu'on vienne arrêter les gens qui distribuent dans les tracts ou un journal? Je suis donc en train de dire que ce pays doit changer. Aux dernières nouvelles, vous avez choisi les proximités du poste de police et ce n'était pas vraiment à dessein. Un policier, c'est un citoyen. Avant d'être policier, il est citoyen. Quand vous choisissez quand même les proximités d'un poste de police pour les distribuer. Un policier, c'est un citoyen. Est-ce que le policier ne joue pas son droit de citoyen? Le policier ne vote-t-il pas? Ne choisit pas-il un candidat? Le policier, il le fait. Le policier, c'est un citoyen. Je voudrais dire que il faut qu'on apprenne à comprendre au Cameroun que ceux qui s'asseyent et pensent que l'opposition ne fait rien, la société civile est là, qu'ils se constituent en société civile et qu'ils amorcent. Parce que les partis politiques au Cameroun, si on veut réunir en totalité plus leurs militants, ils ne font pas 5% de la population camerounaise. Ça veut dire en tout état de cause que... En fait, c'est une affaire collective. Oui. Pour la réussite d'une certaine démocratie au Cameroun, il faut que la société civile s'imprègne. Parce que par ailleurs, dans les autres pays, c'est ce que nous avions vu. Les partis d'opposition font leur travail. C'est-à-dire d'informer et de dire à la population, informer, sensibiliser, dire à la population, attention, voilà ce qui est en train de se préparer. Vous savez, au Cameroun, c'est la rumeur qui devient plus tard la vérité. Vous avez vu les éminents responsables du RDPC, les membres du bureau politique, aller vers le président de la République pour lui dire, nous voulons que tu te représentes. Or, ils savent en tout état de cause que le mandat du président... Oui, que le mandat du président de la République... En fait, en anticipant l'élection. Voilà. Le mandat du président de la République finit en 2018. 2, les statuts du RDPC sont clairs. Le président
du président du parti est le candidat statutaire. Naturel. Non, je voulais donner le mot-clé, statutaire du parti. Ça veut dire que tous savent que Biya serait candidat en 2018. Si vu de toutes ses capacités. Si de toutes ses capacités. Pourquoi dans des contre-appels? Contre-appel pour deux choses. J'ai voulu immurer là-dessus. Contre-appel pour deux choses. Toutes les chancelleries occidentales sont, aujourd'hui, toutes les chancelleries occidentales vont passer aux élections d'ici 2017. Ça veut dire quoi? Nous savons que nos présidents sont les supplétifs des chancelleries occidentales. Primo, la France va aux élections en 2017. Nous voyons les États-Unis, l'Angleterre, l'Espagne est déjà, et la majorité des pays africains sont en train de le faire. Ça veut dire que si lui, il ne se met pas à la marge, il est fort possible qu'en 2018, que les chancelleries occidentales lui disent « Monsieur, stop ». Alors il veut se mettre à la marge. C'est justement pourquoi certains caciques du RDPC qui n'aiment pas ce président-là sont en train d'appeler à la modification de la Constitution. Et vous savez que même dans le RDP, Saint-Éloi Bidoum, qui est maire à Yaoundé 6e, a fait un très grand ouvrage pour dire que ceux qui demandent à Biya de se représenter, c'est ceux-là qui ne veulent pas de l'évolution du peuple camerounais. C'est ceux-là qui ne veulent pas de la construction de ce pays. C'est ceux-là qui travaillent pour leur poche, pas pour l'épanouissement du peuple camerounais. Et je pense que un homme comme Biya, normalement, il est haut fonctionnaire depuis 1968. À un certain âge, on doit apprendre à quitter les affaires. Ça fait quand même 50 ans. Ça fait quand même 50 ans qu'il est là. Il est clair quand même que le calendrier électoral est extrêmement flou au Cameroun. Il n'est pas flou, il est clair. Tout le monde sait que c'est le chef de l'État qui convoque le corps électoral, ce qui ne facilite toujours pas une compréhension véritable des choses. L'élection présidentielle pourra être anticipée pour l'instant. Rien n'est trop sûr. En attendant justement la fin de cette session et pourquoi pas l'ouverture, peut-être l'ouverture d'une session extraordinaire. Vraiment juste un mot. Parce qu'on vraiment un mot. Je dis sujet, Thierry, vous faites encore là le jeu de la science-fiction des charognards du RDPC et de l'opposition. Le président est tenu de convoquer le corps électoral. Il y a des jours bien précis, 20 jours et 50 jours après. On n'a pas dit que le président est tenu de convoquer le corps électoral quand il veut. Et c'est là où c'était des informations. C'était mes informations là. Je veux qu'on soit d'abord dans la loi. Je veux d'abord qu'on soit dans la loi. La loi du tout au Cameroun. Non. Au-delà de ça, j'ai dit arrêtez de donner les super pouvoirs. Ce n'est pas les super pouvoirs, c'est ce qui est. Est-ce que ce que je dis là est faux? Est-ce que c'est ce qui est? C'est ce qui quand est. vous regardez, faites en sorte que ça soit. Mais arrêtez de dire que c'est le président qui a la liberté. Quand vous regardez l'opération Épervier, quand on arrête l'ancien ministre, vous regardez l'opération Thierry, je voulais finir en 10 secondes. Je voulais finir vraiment. Donc vous dites en 10 secondes, vous venez encore de dire là que le président est libre. Il n'est pas libre. La loi du Cameroun, la Constitution encadre. Vous croyez qu'elle est toujours respectée? Je vous dis, elle doit toujours être respectée. Mais vous dites qu'elle doit. Elle doit être respectée. Vous êtes dans l'ordre du devoir. Vous êtes dans l'ordre du devoir. Est-ce que cela se fait? Nous sommes dans un régime présidentialiste. Ça se fait toujours. Sinon, pourquoi on a mis cette loi-là? Pourquoi cette Constitution est là? On dit, parce que la plupart des gens qui disent, ce que les gens disent de la bouche, disent que non, le président est libre de convoquer le corps électoral quand il veut. Mais non, la loi lui donne 20 jours et 50 après. Parce qu'il le fait tout le temps. On a vu à plusieurs reprises. Non, parce qu'il le fait tout le temps. Non. Et regardez bien, essayez bien de vérifier la loi. Le président a toujours tout fait pour être dans la loi. Monsieur Onambele, le Cameroun est l'un des pays où la constitution est l'une des très belles constitutions en Afrique. Mais on ne respecte jamais les lois dans ce pays. Voilà, on va sortir avec votre permission. Nous allons parler d'un autre sujet qui est tout aussi important pour les téléspectateurs et pour nous aussi. C'est un sujet qui a cristallisé, je le souligne encore, l'attention de nombreux compatriotes au cours de la semaine qui s'achève. Le livre « Mensonges d'État, désert de République au Cameroun ».
C'est un ouvrage qui a valu à Urbain Olanguenaro une expédition punitive en Kondengi au cours de laquelle les cellules qui accueillent des anciens ministres et ex-directeurs généraux des sociétés parapubliques emprisonnés ont été passés au peigne fin des effets personnels, y compris plusieurs livres ont été récupérés et emportés par les gardiens de prison de la délégation régionale de l'administration pénitentiaire du centre. Vous qui vouliez parler justement de l'opération Épervier, Clément Dioumafo, que tente-t-on de cacher qu'est-ce que le commanditaire tente de cacher à travers de pareilles expéditions? Vous savez, régulièrement, des prisonniers politiques, c'est comme ça que je les appelle, bien que c'est des bandits de la République, mais c'est d'abord des prisonniers politiques. Les prisonniers politiques, comme ceux qui sont en prison en Kondengi aujourd'hui, connaissent comment fonctionne le régime. Parce qu'ils ont participé à la destruction de ce pays. Et ils sont en train de mettre devant, ils sont en train de déballer ce qui se passe dans le régime. Et nous disons que ça ne suffit pas. Qu'ils nous disent, depuis 1992, comment les élections se sont déroulées dans ce pays, combien d'argent ils ont détourné, et comment un ministre de la République, quand il commence à écrire les livres, quand il était ministre, il ne savait pas que le Cameroun se portait mal, il ne savait pas que Biya gérait mal, il ne savait pas qu'on volait de l'argent, il ne savait pas qu'on souffrait en Kondengi, il ne savait pas que tous ceux qui sont autour de Biya sont issus des ordres, ils font des cabales, ils sont issus des ordres. Tout ça, il le savait. Mais aujourd'hui, c'est parce que c'est ça mal en point. Vous savez, quand on est dos au mur, la seule chose qu'on fait, c'est de repousser l'adversaire. C'est ce qu'ils sont tous en train de faire. Marafan en a fait, Olangueno est en train de faire. Plein vont faire. Nebara aussi. Nebara aussi. Et plein vont faire ça. Mais tous sont encore membres du bureau politique du RDPC. Personne n'a été exclu. Pas tous, beaucoup sont des militants, peut-être Marafan est membre du bureau politique. Certains sont membres du bureau politique du RDPC et personne n'a été exclu. Ça veut tout dire. Ça veut dire que eux, ils continuent. Si aujourd'hui, le chef décide qu'on va leur libérer, tous vont changer de veste. Il faut comprendre. C'est aussi ça, la politique camerounaise. Mais c'est tellement machiavélique que ceux qui étaient aux commandes hier n'arrivent pas à comprendre que ce qu'ils sont en train de faire, nous tous là, nous connaissons comment ça se passe. Jean-Marie Ouanambélé, vous avez certainement suivi cette Oui, j'ai suivi cette information. Mais est-ce une tentative de musellement? Non, ce n'est pas une tentative de musellement. Moi, ça m'étonne. Peut-être que quand le Malidem va arriver au pouvoir, quand quelqu'un volera 3 milliards, on va lui donner une prison dorée et il sera considéré comme prisonnier politique. Non, c'est des voleurs qui sont aux arrêts, qui aujourd'hui sont aux abois, il faut simplement le dire. Je pense même qu'on a été très, très gentils avec eux depuis très longtemps parce qu'ils étaient très à l'aise où ils étaient. Là, je le dis, ils étaient vraiment très, très à l'aise. Et un prisonnier au Cameroun a certains droits, mais vraiment, il ne faut pas que les droits là soient excédés. Eux, ils étaient déjà à l'excès. Ils continuent à réclamer leur innocence. Non, ce n'est pas une question d'innocence, c'est une question de conditions de détention. Les conditions de détention dans lesquelles ils étaient, il faut même d'abord voir qu'on a même construit d'abord des prisons vraiment très spéciales pour eux. On a même construit des chambres très spéciales pour eux, VIP, avec tout téléviseur, ce que tout le petit voleur de 2 coqs ou alors de 2 chèvres. Donc en réalité, pour vous, ils non, ont c'est un été non-événement, c'est un condamnés, ce sont des épiphénomène. voleurs. C'est un épiphénomène. Pour moi, vraiment, je ne sais même pas pourquoi on a... Pourquoi organiser donc des expéditions effectivement, pourquoi on n'ait plus ces informations-là, qu'à un moment, on ne sait plus s'ils sont erronés. Pourquoi personne n'a démissionné depuis le bureau politique qui sont là-bas? Qui, dans ses écrits, a dit que moi, je connais au moins 3 ou 4 qui sont du bureau politique. Alors qu'il faut savoir que le bureau politique du LDPC n'a que 20 membres. Dans tout le Cameroun, parmi tous ces militants, pourquoi personne n'a démissionné? Qui nous dit que s'ils ressortent là demain, Paul Biya, qui a le pouvoir suprême et ultime, leur délivre donc une voie de sortie, ils ne vont pas encore aller dans ce bureau politique-là. Non, moi je dis c'est un épi. On a des problèmes plus graves que ça au Cameroun à résoudre. Si on est venu prendre 1 ou 2 laptops à 2 ou 3 Camerounais qui en même temps avaient pris 2 ou 3 milliards aux Camerounais, vraiment c'est un épiphénomène. Même si ils peuvent aller, les journalistes ils vont toujours leur rendre visite. Un journaliste peut toujours faire un livre à travers, peut-être que je suis encore une des pistes, donc on n'a muselé personne parce qu'ils vont toujours recevoir des visites, mais il faut dire une chose, c'est qu'ils étaient dans des standards très élevés en termes de conditions de détention. Et ça, c'est pas normal pour un prisonnier d'avoir 4 téléphones, d'avoir le laptop,
d'avoir ce que nous-mêmes, hommes libres, on n'a pas. Il ne s'agit pas d'une épuration politique. Non, on épure encore quelle politique? Même ils ont démissionné. Ce sont quand même des anciens membres du G11 qui peuvent avoir des ramifications. Non, c'est vous qui savez qu'ils sont du G11. Moi, je ne sais pas s'ils sont du G11. C'est vous qui dites qu'ils sont du G11. Moi, je ne sais pas s'ils sont du G11. Je vous dis qu'il y a des voleurs qui ont volé, qui sont en prison. Et un voleur qui vole n'a pas droit à tous les... Peut-être il ne doit pas avoir le bonheur du monde comme celui qui est dehors. Oui, à tous les privilèges qu'ils ont. Est-ce que Urbain Marafa, Midou Yaya, Atangame qui ont jusqu'ici commis des livres très importants. Il faut dire, j'ai failli donner le prix malheureusement du livre de Urbain Languena, nos mensonges d'État. Beaucoup d'argent pour faire la publicité quand même. Est-ce que des informations ventilées au devant de la scène au grand public ne dérangent-elles pas le pouvoir en place? Non, ça ne met même pas le pouvoir. Vous savez, ça ne met pas le pouvoir parce que ces gars, c'est des gars qui ont travaillé pour ce régime. Ils ont détourné des centaines de milliards de francs CFA. On les a mis en prison. Et ce qui est le plus gênant dans ce contexte-là, c'est voir comment on entretient des prisonniers de cette envergure. Vous savez, détourner l'argent d'un pays, c'est un crime économique. Et crime économique veut dire que ça touche les 25 millions de Camerounais que nous sommes. Contrairement aux petits garçons qui volent une boîte de sardines, allez à Nobel les voir. Allez à Nobel voir comment les prisonniers vivent là-bas. Monsieur Dioumafo les a traités de prisonniers politiques tout à l'heure. Hein. Allez à Nobel. Ils sont d'abord des prisonniers politiques avant d'être détenus. Ils ne sont pas les seuls. Des voleurs. Non, ils sont d'abord des prisonniers. Il faut le dire, il ne faut pas avoir peur. Non. Ils ne sont pas les seuls qui volent et qui sont encore en fonction. Je peux vous citer des noms des gens qui ont été atteints, qui ont été convoqués au TCN, qui sont encore là. On sait que c'est des déteneurs de fonds qui sont encore là. Je dis tout simplement prisonniers politiques. D'abord, bien en train de régler ses comptes. Pourquoi? Comment vous l'expliquez? Vu qu'ils ont été incarcérés pour des faits... vous savez, quand vous travaillez... De vol bien connus. Hein? Oui, justement. On n'a jamais parlé de Mebara comme étant un prisonnier politique. Oui, on démontre effectivement qu'il a détourné de l'argent, c'est tout. C'est clair. Je n'ai pas dit qu'ils n'étaient pas des voleurs. J'ai dit qu'ils sont des voleurs, ils sont des prisonniers politiques. Ils sont des voleurs. On a utilisé les faits qu'ils ont commis. Vous connaissez, par exemple, Marafat Amidou Yaya. Oui. Marafat Amidou Yaya est condamné, comment ils appellent ça? Ils ont donné un mot. Complicité intellectuelle. Complicité intellectuelle. Vous croyez que ça existe dans le code pénal? Ça n'existe pas. Il faut comprendre de quoi il s'agit. Ça n'existe pas, complicité intellectuelle, ça n'existe pas. Oui, mais ça veut dire qu'il a participé peut-être intellectuellement, mais il n'a pas peut-être pris de l'argent. Vous voyez qu'on est dans les supputations là. Je dis ces gars, c'est des prisonniers politiques de Biya d'abord, mais c'est des voleurs de la République du Cameroun. C'est-à-dire que c'est des gens qui ont détenu de l'argent. Et je suis mécontent de la manière dont on les encadre en Konigi. C'est des gars qui devaient être dans des petites cellules. Mais quand on vient nous arracher les multiples téléphones portables, puisqu'on les donne cette opportunité, encore vous dire que les prisonniers politiques doivent avoir... Personne n'a dit sur ce plateau que les prisonniers politiques doivent être bien lotis. Ailleurs, je dis tout simplement... Ailleurs, quand même, ce sont des gens qui bénéficient de certains privilèges. Parfois même, on les arrête pas pour les mettre en cellule. On s'arrange à les frapper suffisamment et à récupérer tout ce qu'ils ont pris. Vous êtes donc en train de venir dans la logique auquel j'étais en train de dire pour rappeler à M. Nambélé que c'est d'abord des prisonniers politiques de M. Biya. C'est des gens qui ont voulu prendre la place du chef. D'accord. C'est ça. Maintenant, parce qu'ailleurs, la seule chose qu'on cherche à faire, c'est d'abord de récupérer notre argent, l'argent du peuple camerounais qu'ils ont détourné. Mais est-ce qu'aujourd'hui, là, vous regardez le régime en place, est-ce qu'ils sont dans la méthodologie de pouvoir récupérer de l'argent? Justement, vu que vous parlez de l'argent, Jean-Marie Onambélé, nous avons également appris au cours de la semaine qui s'achève que seulement 3,2 milliards de francs CFA ont été récupérés auprès des criminels économiques par le tribunal criminel spécial. Que représente justement ce montant au regard des sommes astronomiques qu'on avait annoncées au début de cette opération? Ça représente pratiquement rien. On aurait peut-être pu les laisser en liberté et tout faire pour récupérer cet argent-là, parce qu'en même temps, il nous coûte de l'argent à les garder en prison parce qu'il faut les nourrir, il faut les entretenir et tout cela. On aurait peut-être procédé de la main d'une autre manière. Il y a beaucoup d'entreprises qui ont fermé seulement parce que leurs responsables sont aujourd'hui incarcérés pour des faits et pour des détournements de deniers publics. Est-ce que cela a aidé le Cameroun, justement? Je dis oui. Ouais, vraiment, en analyste, je vais dire oui, parce que quand quelqu'un est dans une nuisance, autant mieux d'abord l'intercepter dans sa nuisance et
et avoir une certaine traçabilité de ses actions. Donc, le mettre comme ils sont là actuellement. Mais pour beaucoup encore, ils sont dans l'ordre du préventif, donc ils n'ont pas encore été condamnés. Pour certains, puisque le tribunal criminel spécial permet une certaine négociation après remboursement. Mais il faut aussi noter qu'après des instructions, il y a beaucoup de chiffres qui ont été avancés au début, qui ont été vus peut-être 100 fois à la baisse. Il y a des gens qui disaient qu'ils ont pris 100 milliards à la fin, ils se retrouvent avec 1 milliard. Ceux qu'on a annoncé 50 milliards se retrouvent avec 800 millions. La Camère avec 162 milliards se sont retrouvés avec un certain chiffre. Mais certains ont été acquittés. Exactement, la justice est en train de faire son travail. Je n'ai pas envie d'entrer. Ça veut dire qu'on a condamné des gens, on a arrêté des gens sans pourtant vérifier les informations. Non, ce n'est pas vérifié. C'est là où le travail d'instruction est vraiment intéressant. C'est que ce travail-là permet d'entrer dans ce qu'on appelle le délit de fait. Bon, je ne suis pas un juriste, mais là, pour voir vraiment le corps du délit, pour voir exactement de combien il s'agit. Et je pense qu'à ce moment-là, les magistrats et les juristes du Cameroun ont fait un hyper bon travail. Pour certains. Maintenant, c'est là où je n'ai pas envie d'entrer dans l'aspect politique de la chose, parce que les gars, quand ils le font, ils ne sont pas dans cet aspect politique des choses. Et il y a certains aujourd'hui, hier, qui nous disaient que non, vraiment, Paul Biya, politiquement, on ne peut pas arrêter Mendezé. Mais Mendezé, hier, là-bas, c'est là où je continue à dire aux gens que faites attention. Vous voyez des prisonniers politiques, mais de président de la République qui a les super pouvoirs, je continue toujours à le dire, donnés par certains. Et ils disent souvent ces super pouvoirs-là pour le Cameroun, les 3,2 milliards qui sont vraiment dérisoires au vu des sommes annoncées au départ, on peut bien se contenter quand même pour ça, parce que 3,2 milliards, ça fait quand même beaucoup d'écoles, plusieurs universités et quelques infrastructures qui vont être faites. Mais seulement, il faut noter quelque chose, Thierry, c'est que depuis qu'on condamne tous ces gens-là sur le terrain, la corruption ne diminue pas. C'est ça donc qui est un peu dangereux. Et ça ne diminue pas. Pourquoi? Parce qu'effectivement, ceux de l'opposition continuent à nous dire que ceux qu'on a arrêtés ne sont pas des voleurs, ce sont des prisonniers politiques. Donc le gars qui est assis dans sa mangeoire continue à dire que, ok, comme c'est les prisonniers politiques qu'on arrête là-bas, moi j'entre dans le RDPC, je suis couvert, je ne serai jamais un prisonnier. Personne n'a dit que ce n'était pas des voleurs. Alors 3,2 milliards, c'est pratiquement rien. Non, c'est rien du tout. Moi, ça ne meurt personne, 3,2 milliards. Pour moi, c'est rien du tout. C'est à peine... c'est rien du tout. Parce que quand on nous parle de 3,2 milliards, quand est-ce que l'opération EPV a commencé? 2006. Bon, peut-être si on prend l'arrestation d'Edouard Tutus, voilà, Michel 97, bien avant. Et si en presque, disons, si peut-être en presque 16 ans, ou en presque 18 ans. Mais il faut noter quand même qu'elle a pris de l'ampleur à partir de 2006. Si on vous dit qu'en presque 18 ans, on a récupéré 3,2 milliards. Alors que en même temps, le tribunal criminel spécial n'a pas été mis en place. Hein, cela ne fait pas beaucoup d'années, en tout cas. Mais vous savez que gouverner, c'est prévoir. Il y a un ministre de la République que je n'aime pas beaucoup, mais il disait depuis 1992, par-ci, par-là, qu'on détourne de l'argent. Et le président de la République à cette époque avait demandé des preuves. Galgaman a dit. Bon. C'est pourquoi je dis, je voulais rappeler à mon ami Onambélé que non, nous ne disons pas que ce sont des prisonniers politiques seulement. Nous disons d'abord que c'est des voleurs de la République. Et si ça ne dépendait que de nous, parti d'opposition, Manidem, principe, ces gars devraient être pendus. Oh. Oui, ça devrait servir d'exemple à d'autres. Puisqu'il l'a souligné tout à l'heure, on les arrête et la corruption continue. Ça veut dire qu'en principe, certains comprennent que non, si on a arrêté d'autres là, c'est parce qu'ils n'ont pas voulu faire comme le chef demande. Je voudrais que les Camerounais comprennent ça. C'est des voleurs à col blanc, c'est des gars qui méritent la pendaison, mais seulement, le système en place ne permet pas que la corruption soit freinée dans ce pays. Vous voyez aujourd'hui, si vous prenez plein d'exemples, vous voyez aujourd'hui, quand quelqu'un est nommé dans ce pays, qu'est-ce qui se passe? Le gars ne réfléchit même pas que j'ai une lourde responsabilité, ce qui doit peser sur mes épaules demain. Non, ce qu'il fait, c'est qu'il va réunir la communauté au village. Enfin, le président a pensé à moi. Penser avant à moi, ça veut dire qu'on m'a envoyé à la mangeoire. Et c'est le village qui fait. Et c'est le village qui fait après. C'est comme ça que ça se passe. C'est comme ça que ça se passe. Et c'est justement pourquoi ce pays, c'est une gangrène. Et vous savez que l'une des meilleures manières de se débarrasser d'une mauvaise herbe
Vous savez ce C'est qu'il là faut qu'on voit faire? la racine. À la racine. D'accord. Et la racine, c'est le président de la République. On a compris d'où il est arrivé. On sort par là très rapidement. On va parler peut-être de sport en une seule question. Ouais, vous avez parcouru la liste publiée par Hugo Boss. On annonce le retour de Alexandre Son. Peut-on parler de renaissance des Lions indomptables? Bah, il n'y a aucune renaissance. Moi, j'ai toujours dit depuis 15 ans que les histoires du football n'appartiennent qu'à ceux qui ont du temps à perdre. Parce que tout a été défini par les sponsors et partout. Depuis 1998, on a obligé un gars qui risquait de mourir quelques heures après d'aller sur un stade et taper sur le ballon. Et que j'ai découvert ça. Moi, j'ai compris que tous ceux-là qui jouent dans certains... Il s'agissait de Ronaldo à l'époque, la fameuse finale France-Brésil, où il a été obligé d'aller sur un stade, même mourant comme il était, parce qu'un sponsor avait obligé l'équipe de France et l'équipe du Brésil de l'aligner pour avoir quelques photos qui allaient faire son bonheur. J'ai dit qu'aujourd'hui, tout ça, c'est un grand... J'aime parfois suivre le football. C'est comme hier, je suis Barcelone, parce qu'au moins là, tu vois un peu d'esthétique dans le jeu. Mais à part ça, tout le reste, pour moi, n'est que mafia. Et mafia et jeu de rôle. Parce qu'aujourd'hui, Alexandre Son est un pionnier principal au niveau de la comment on appelle le championnat anglais de la Premier League. Il a des sponsors derrière lui qui obligent effectivement. Tout comme on nous apprend même que le président de la Fédération camerounaise de football a été étonné de savoir quel est même le nom du prochain coach. Comment on nous annonce tout ça. Eux-mêmes, ils ne sont que des... Je n'aime pas souvent utiliser les mauvais mots qui sont guidés par du haut sponsoring qui est en haut aujourd'hui. Pourquoi est-ce que dans l'équipe nationale, on ne retrouverait pas des jeunes qui jouent de manière locale? Moi, j'ai pris des bonnes habitudes depuis quelques temps d'aller voir les matchs au stade et je suis content. J'ai vu Racing Union l'autre jour, c'était pas, le stade ne permettait pas que ce soit très beau, mais c'était beau. C'était hyper beau et vraiment, et tu avais du plaisir à être au stade. Mais tu vois, tous ces jeunes qui jouent là, aujourd'hui, on va nous dire qu'il faut qu'il aille en France pour qu'il soit sélectionné dans l'équipe nationale. On peut même chercher même des gars qui ne sont même pas camerounais parce qu'ils sont juste noirs, ils ont un nom du Cameroun pour dire qu'ils sont camerounais. Non, dans tout ça, il y a le patriotisme. Et du moment où tu n'es pas patriote et que tu joues pour un lobby ou pour un sponsor, tu fais ce qu'Alexandre Son avait fait au stade là. Vous savez, les rumeurs qui ont circulé juste après et qui n'ont jamais été infirmées ni confirmées après. Donc vraiment, le sport, moi, partout il y a les bookmakers, où il y a du sponsoring, je commence à me méfier un peu et je prends du recul pour m'exprimer. On avait suffisamment parcouru cette liste et on a compris. Et vous avez dit des choses extrêmement importantes. Je sors par là, Clément Dumanfo, vous avez également un regard sur la liste de Hugo Boss. L'arrivée de Alexandre Son pourra peut-être sortir le Cameroun de l'ornière tel qu'on l'observe ces derniers temps. Vous parliez également du business mafia, enfin du football mafia. Vous savez, fondamentalement parlant, ça ne change rien. Vous savez, c'est du business. Et nous avons vu au plus haut sommet du football mondial ce qui se passe là-bas. C'est la même chose qui se passe à la FECAFOOT. Vous ne pouvez pas me dire que celui qui est censé être président de la FECAFOOT ne savait pas que l'entraîneur devait s'appeler Hugo Boss. Il est allé en Belgique, il ne savait pas. 3 jours avant, il nous dit que non, nous allons reconduire Alexandre Bellinga qui est un national et 2 jours après, on nous sort. Vous savez, ce pays a été conçu d'une telle manière que quand vous travaillez pour des gens, vous êtes considéré comme employé et l'employé doit respecter le chef. Vous savez, on avait pris un grand, éminent professeur en droit constitutionnel de faire les statuts de la FECAFOOT. Et il a fait la statue de la FECAFOOT. Le petit Camerounais lambda lui avait dit à cette époque-là que la manière dont vous avez ficelé les statuts là, Tombi Areko serait président de la FECAFOOT. On a annulé, on a repris. On a annulé, on a repris, ça n'a rien changé fondamentalement. Ça veut dire que Tombi Areko lui-même n'est pas libre. C'est justement pourquoi il veut nous faire croire que moi je ne sais de rien. Mais vous ne pouvez pas être là, vous dites que vous ne savez rien. Vous allez assumer, monsieur le président de la FECAFOOT. Vous allez assumer parce qu'à l'instant T, c'est vous qui est au devant de la scène. Même si les autres travaillent dans l'ombre, vous êtes au devant de la scène. Vous savez, Alexandre Son, c'est des petites mafias. Et c'est des petites mafias qui ne peuvent pas aider le football camerounais. Parce qu'en fait, quand je regarde, un, il y a les sponsors derrière. Deux, vous savez que le Camerounais, c'est qu'il est. Deux, il y a des camps, des clans qui décident à un certain moment donné que bon, celui-là, il va revenir. L'autre clan avait décidé qu'il va partir. Celui-là, il va revenir. C'est comme ça que ça se passe. Et ça, ce n'est pas pour la construction du football. Parce que nous avons des jeunes. Exactement. Qu'est-ce qui se passe dans ce pays-ci? Franchement,
Le football, la ligue professionnelle au Cameroun, nous ne pouvons pas former une pépinière et on les abandonne pour aller nous chercher des gens qui ont des triples nationalités et que notre constitution refuse la double nationalité. Les footballeurs camerounais ont la triple nationalité et ils sont là. Comment voulons-nous que notre football évolue quand nous lisons les jeunes de la première ligue? Quand nous refusons de faire des stades, les moyens que nous avons aujourd'hui, les moyens requis par le football camerounais, de nous faire des beaux stades. Nous allons aller chercher des entrées. Vous savez, en 1985, quand Claude Leroy arrive au Cameroun, il sort au Mambi, Kanabi, Mbumbu Emile, Dipakin Victor, Tato Stéphane. C'est des gars de la première ligue. Pourquoi on ne fait pas ça? Et on les a fait jouer. Nous avons vu la Coupe d'Afrique des Nations en 1986. Ce n'était pas des professionnels. Il y avait combien de professionnels en 86? Il y en avait combien en 88? Thierry, tu me permets quand même... Je ne peux pas concevoir cette fonction-là. Pour une fois qu'un gars d'humanité met dans la prospective et ne dit pas toujours non à Paul Biya, je peux être quand même d'accord avec, avec lui pour dire qu'effectivement, la condition des footballeurs camerounais est très très grave. Moi, j'ai 2 ou 3 petits qui jouent au Champions League. Il y a une année, on nous a dit qu'ils auront l'assurance maladie, ce n'est pas effectif. On nous a dit qu'ils auront chacun au moins 100 000 francs par mois, ce n'est pas effectif. Il y a même les présidents de clubs qui n'arrivent pas à avoir tout. Aujourd'hui, moi je n'ai rien contre la diaspora, mais aller chercher des gars juste parce qu'ils ont des patronymes qui ressemblent aux nôtres et dire que ce sont des Camerounais. Vraiment, moi j'ai des Nambélé qui sont burkinabés. Peut-être qu'il faudrait que j'aille aussi au Burkina Faso devenir burkinabé. Mais je pense qu'au moment, il y a une histoire de patriotisme qui doit se jouer dans un engagement et quand on met le verre au jaune au corps. C'est compris. On espère que vous serez compris et que la mafia ne va pas toujours continuer à dicter sa loi dans le football camerounais, comme c'est le cas dans le football mondial. On l'a vu avec la FIFA Gate. Madame, Monsieur, on espère avoir été à la hauteur des sujets qui ont été posés sur la table du débat. Merci à vous, Jean-Marie Onambélé, pour la deuxième fois d'avoir accepté notre plateau. Merci Thierry d'avoir repensé à moi et surtout que vous avez mis devant moi ceux qui, il faut le dire, m'ont formé politiquement il y a cela près de 20 ans. C'est pour ça que parfois je suis très très acerbe avec eux parce qu'aujourd'hui, ils ne font plus ce qu'ils ont appris à certains jeunes à une époque. C'est vrai que malheureusement, je n'ai jamais milité dans un parti politique, mais au moins à l'époque là, ils avaient la formation politique au sein de leur... Non, ce n'est plus si fort. Je voudrais dire à mon ami Onambélé que nous en avons toujours. Nous sommes l'un des seuls partis, l'un des rares partis qui nous continuons à former. Aujourd'hui, nous avons une école de cadres, lui il le sait, puisqu'il est passé par là. Alors, c'est pour dire que... on sort de là, pour dire que le système en place, nous devons nous battre jusqu'à la dernière énergie pour dégager ce système-là. Et que les Camerounais se meuvent parce que ce pays doit changer. En fait, ce pays nous appartient tous. Hein. Chacun doit apporter sa pierre à son édifice. On espère simplement que nous serons à la hauteur des missions qui nous ont été laissées par nos ancêtres. Madame, Monsieur, on vous dit également merci. On espère avoir été à la hauteur des sujets qui ont été posés sur la table de débat. Je le disais encore tout à l'heure. Retrouvons-nous très prochainement sur ces mêmes antennes avec le même plaisir. Au revoir.